recevons Seydou Oumar Ba. Bonjour, Seydou. Bonjour, Oumar Seydouba. Oumar Seydouba, c'est mieux dans cet ordre-là, absolument. Vous êtes journaliste. Nous recevons également Serigne Saliou Gueye. Vous êtes journaliste et chef du desk politique au journal Le Témoin. Bonjour Thomas. Voilà. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous rentrons dans cette émission justement en parlant de l'audit de la fonction publique et de ce que l'on peut qualifier d'effets collatéraux de cet audit. Nous allons dans les écoles pour voir un tout petit peu comment est-ce que le mot d'ordre lancé par des centrales syndicales dont le grand cadre a été suivi. Et puis nous écoutons juste après un syndicaliste qui se plaint de ponction de salaire malgré le fait qu'il ait passé l'audit. Nous suivons cela. La grève des enseignants du grand cadre des syndicats d'enseignants n'est pas suivie dans certains établissements scolaires, selon les proviseurs des lycées Maurice Delafosse et Kennedy. Et les cours se déroulent normalement, comme vous pouvez le constater vous-même. Vous avez vu, vous le constatez vous-même, les élèves sont en train de faire cours. Moi qui vous parle, mon cutus est là. J'ai été audité à 2 reprises. Et je n'ai pas encore reçu mon salaire de décembre. Ce sont des gens qui se sont fait auditer, qui actuellement ne parviennent pas à recevoir leur salaire de décembre. Alors, dans tout cela, nous voyons que c'est du gangstérisme d'État. C'est à la limite du vol. Alors, Oumar Seydouba, Ousmane Seck, syndicaliste du CIDES, il parle de gangstérisme d'État. Toujours durant cette semaine, le jeudi 9, le président de la République a demandé justement que les agents qui peuvent présenter leur quitus et attester qu'ils ont passé l'audit soient payés. Est-ce qu'au fond, cet audit a servi à quelque chose de votre point de vue? Oui, l'audit a servi à quelque chose parce qu'au début, on avait annoncé qu'il y avait au moins 12 000 cas d'enseignants fictifs ou de fonctionnaires fictifs. Mais la réalité des chiffres a montré que c'est 0,2% des personnes auditées. Ceux qui sont dans le panier rouge. Oui, qui sont fictifs. Les autres, ils existent. Peut-être qu'il y a un problème. Et comme l'a montré tout de suite le reportage, il y a même des gens qui ont audité 2 fois. Donc, cela a servi à clarifier quand même que le fichier de la fonction publique sénégalaise, c'est un bon fichier. Serigne Saliou Gueye, cet audit était-il nécessaire au fond? Si on pose la question, c'est parce que ça a tout de même coûté de l'argent, plusieurs centaines de millions, pour beaucoup de contestations et finalement la posture de l'État a changé. Bon, à plusieurs égards, cet audit est nécessaire, ne serait-ce que pour avoir une idée exacte sur le nombre de fonctionnaires de notre administration. Mais ce que je déplore dans tout ça, c'est la double parole présidentielle. Parce qu'on a constaté que lors de son message à la nation le 31 décembre passé, le président avait, même dans l'épilogue de son discours, dit qu'il allait convoquer une conférence nationale, c'est-à-dire pour la pacification et la stabilisation de l'espace universitaire. Mais je crois qu'il fallait même étendre cela, c'est-à-dire pas l'espace universitaire, même du front social, qui concerne bien sûr et les enseignants du secondaire, du primaire et même du supérieur. Donc les gens, on avait applaudi des 2 mains l'initiative présidentielle. Mais le jour où il a reçu les intellectuels et les acteurs culturels, le président a changé complètement de ton. Nous ne reculerons pas. Oui, il a dit que bon, il faut que ces réformes-là se fassent. Donc il ne va pas reculer, même si les syndicalistes menacent d'aller en grève. Dans le même ordre d'idée aussi, il a balancé une menace à l'endroit aussi des magistrats. Et j'ai dit que quelqu'un qui a fait un discours à la nation pour appeler à la pacification, je crois, du Front social, et tenir un pareil discours aussi, moi je me dis que c'est contradictoire. Et dans tout cela, ce que je constate, c'est que le président de la République, j'ai l'impression qu'il est abusé un peu vraiment sur les chiffres qu'on lui donne. Parce que quand il y a eu tout ce débat autour des audits, le président a pris fait cause pour son ministre et pour le directeur aussi de l'ADIE. Parce qu'il a dit qu'il y a des cas irréguliers, il y a des gens qui ne se sont pas présentés, mais ça c'est le discours même du ministre et c'est le discours aussi du directeur général de l'ADIE. Alors que je crois qu'un président de la République se doit quand même d'écouter
entre tous les acteurs qui sont concernés par ce problème-là. Et dans cela, les fonctionnaires, composés bien sûr en grande partie par les enseignants, n'ont pas été écoutés par le président de la République. Parce que c'est des gens qui avaient des revendications légitimes et qui ont dit qu'ils ont été audités. Mais pourquoi le président vraiment s'entête à vouloir dire que c'est des cas irréguliers, c'est des gens qui ne sont pas présentés, alors que récemment, alors que le reportage que vous venez de montrer, et ça c'est des milliers de cas, c'est des gens qui ont été audités et qui détiennent par devers eux le récépissé attestant qu'ils sont passés devant les commissions d'audit. Donc je crois qu'on ne peut pas nier le droit à ces gens-là. Et des pères de famille qui ont fait, en tout cas qui ont servi la République pendant presque plus d'une trentaine d'années, surtout les enseignants, je crois qu'il est impossible, bien voire même inacceptable de les considérer comme étant des agents fictifs en tout cas de la fonction publique. Donc le président, j'ai l'impression qu'il est toujours abusé sur les chiffres. Et dans le même ordre d'idée, parlant même des étudiants, il avait dit que plus de 89 000 étudiants boursiers, c'est impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui donne une telle proportion de bourses. Or, si nous regardons bien les travaux de la CNAES, c'est-à-dire la Commission nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, ils ont dit qu'au titre de l'année 2012-2013, il y a eu 89 282 étudiants inscrits, 35 000 dans les universités publiques bien sûr et 35 000 dans les universités privées. Et parmi ces 89 282 étudiants, il y a 44 nationalités, y compris la nationalité sénégalaise, c'est-à-dire d'étudiants. C'est-à-dire que si on fait vraiment un petit calcul, on se retrouve pratiquement avec presque 80 000 étudiants sénégalais. Et dans cela aussi, il y a des contre-vérités qui ont été données sur l'attribution des bourses concernant l'ensemble des étudiants, ce qui est archi faux. Parce que pour les étudiants, je crois qu'il y a une proportion qui a une bourse entière, une proportion qui a une demi-bourse et l'autre proportion bénéficie d'aide ou bien d'allocation. C'est la raison pour laquelle moi je dis que le président doit revoir en tout cas son entourage, parce qu'on a l'impression qu'il est abusé sur les chiffres. Et le conseil de ministre d'hier, il a mis de l'eau dans son vin en disant qu'il faudra payer en tout cas il faut payer ces fonctionnaires qui sont vraiment en règle. Mais ce qui est regrettable dans tout cela, c'est-à-dire pourquoi c'est un travail humain. Il peut y avoir des problèmes au niveau des audits, parce que c'est fait par des êtres humains. Et tout travail fait par des êtres humains, c'est un travail qui est faillible. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque les commissions d'audit, en faisant l'audit, on a envoyé des commissions au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal, pourquoi à temps on n'a pas encore dépêché ces commissions pour dire aux IA concernés qu'il y a des problèmes au niveau de certains cas et que tel ou tel cas aussi doivent repasser devant les commissions d'audit? Pourquoi ils n'ont pas dépêché ces gens-là au niveau des régions? On a fait venir des gens des fins fonds du Sénégal, de Kédougou, pratiquement de Saraya. Ces gens-là sont venus ici à Dakar complètement déboussolés, sans argent, sans rien. Ils ont passé ici. Il y a même des gens qui étaient obligés de retourner parce qu'on leur avait dit qu'il y a une pièce manquante sur l'ensemble des pièces qu'ils devaient fournir. Donc ça c'est un problème. Et je dis que c'est ça qui fait mal. Les fonctionnaires qui sont dans ces situations-là, ils ont bien compris que dans un travail, il y a toujours des failles. Mais ce qui est inacceptable, c'est le fait de faire déplacer ces gens-là et de les faire poireauter. Parce qu'il y en a certains qui faisaient la navette Technopole, ministère des Finances et ensuite pour aller au Trésor. Ça, donc on vous a compris, c'est une saluée. Voilà. Pour vous, ça a été un peu comme Walfadjri Quotidien l'a dit, le grand bazar. Oui, c'est le grand bazar. En tout cas, le travail a été mal fait et je crois qu'il y a lieu quand même de rectifier le tir et vraiment de demander pardon à l'ensemble de ces fonctionnaires qui ont été lésés par un travail qui a été mal fait, mal piloté par l'ADIE. Oumar Seydouba, pour vous également, le président devrait demander pardon à ces fonctionnaires qui ont tout de même passé des fêtes de fin d'année, si l'on peut dire, à sec? Quelque part, oui, parce que c'est lui-même qui a demandé, est-ce qu'il ne l'a pas fait d'une certaine façon aussi? Parce qu'il a lui-même demandé à ce qu'on paie tous ces fonctionnaires donc, qui ont été sautés sur les listes, alors qu'il y avait quelques jours auparavant. Vraiment, il vantait, comment dirais-je, il défendait son ministre. En disant que le gouvernement ne reculera pas. Ne reculera pas, etc. Moi, je trouve que les déclarations trop émotives, donc le président devrait plutôt s'en garder. Et l'observation que j'ai faite aussi, ce sont, enfin, c'est une remarque, mais tous les ministères à problème
sont gérés par ses alliés. Donc, est-ce que toutes ces difficultés-là, c'est orienté? Est-ce que ça a oublié aussi à une logique? Le président devrait, pour moi, à mon sens, tous les ministères qui devraient lui créer des problèmes, les surveiller un peu plus. Parce que si ça réussit, on mettra toujours cela sur le compte de ses alliés. Et si ça réussit, comme c'est le cas, c'est lui qui est obligé de se faire. Parce qu'aucun parti politique aujourd'hui n'est monté au créneau pour soutenir la démarche du président de la République. Et là se pose un autre problème, celui de la cohésion même gouvernementale. C'est le président qu'on entend. Donc moi, je pense que il a déjà fait amende honorable en revenant et en demandant qu'on paie les gens. Parce que, comme je l'ai dit, les chiffres avancés n'existent pas, il n'y a que 0,2%. Mais il n'y a pas que lui qui devrait faire, des têtes doivent tomber. Mais justement, la presse annonce de plus en plus un remaniement, une recomposition de l'équipe gouvernementale. Est-ce que ce n'est pas justement dans l'hypothèse où cela se vérifie, est-ce que ce ne serait pas la suite logique justement de ces remous dont se lier à l'audit de la fonction publique? Oui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être au-delà, parce que des gens qu'on entend presque plus, comme Cheikh Tidiane Gadio, viennent de demander qu'on leur attribue le ministère de l'Éducation. Est-ce que ça a été fait à dessein? Des rumeurs courent aussi que Youssou Ndour, comment dirais-je, est même pressenti pour prendre la mairie de Dakar une fois qu'il intègre, comment dirais-je... L'Alliance pour son mouvement se dissout voilà, c'est ça. l'Alliance pour la République. Je crois que peut-être que petit à petit, le président est en train de reprendre les choses en main et que si le remaniement intervenait, moi cela ne m'aurait pas étonné. Mais est-ce que cela aussi va servir à grand chose? Parce que c'est un problème de management, de casting. Donc, de façon simple, Serine Salugé, pour vous, il y a un problème de compétence au niveau de la gestion du pays, purement et simplement? Bon, je ne vais pas relativiser cette incompétence-là à tous les ministères. Mais ce que je peux dire, ça, pour ce qui nous concerne, il y a eu vraiment une incompétence notoire de la part de l'ADE et par extension au niveau même du ministère de la fonction publique. Au moment où les gens sont confrontés à des difficultés, ça a été vraiment ressenti comme un choc que Hassim Ouane, qui est le directeur général de l'ADE, sorte vraiment quelques cas isolés pour dire qu'il y a eu des trafics au niveau des papiers. Je dis encore une fois de plus, une hirondelle ne fait pas le printemps. On ne peut pas prendre 2 cas ou 3 cas isolés quand même pour généraliser. La majeure partie de ces gens-là qui sont venus de partout du fin fond du Sénégal ont été audités. Il y a eu des problèmes là-dessus. Ça peut se comprendre. Ils auraient pu communiquer là-dessus en disant que oui, il y a eu des failles, mais on demande à ce que les gens, ou bien ils n'ont qu'à faire le déplacement au niveau des régions pour éviter vraiment toutes ces souffrances-là à ces gens-là qui n'ont absolument rien pour se déplacer. Parce que quelqu'un qui va pour percevoir son salaire et à qui on dit que le salaire n'est pas viré, il est obligé d'emprunter de l'argent pour pouvoir venir à Dakar à ses propres frais. Donc on aurait pu dépêcher des missions au niveau de ces... si vous permettez, moi, j'ai trouvé un enseignant à la mutuelle des volontaires de l'éducation qui me dit qu'il vient de Fatick. Il est juste venu voir le PCA pour avoir un billet rentré parce qu'on lui a dit que son salaire, il doit le prendre à Fatick. Oui, voilà, c'est là où se situe l'incompétence. Et dès l'instant qu'il y a ce problème, donc on devait vraiment se garder de faire certaines déclarations. Ne serait-ce que vraiment, si c'est pour montrer qu'on est dans le sérieux de la rupture, je dis que vraiment c'est raté. De montrer au président de la République aussi que nous faisons un travail sérieux et qu'il y a des postes fictifs. Et dès l'instant qu'on dit qu'il y a des postes fictifs, moi je dis un poste fictif n'existe pas. Le président aussi... tellement obnubilé par ses promesses d'emploi, au point de dire que oui, il y a des postes qui seront libérés. Quel est le poste qui sera libéré? Il n'y a pas de poste à libérer. Quand un poste est fictif, ça signifie qu'en réalité, ça n'existe même pas sur le papier. Donc il n'y a pas de poste à libérer. Dans cela, il y a vraiment eu un mauvais management, et de la part de l'ADE, et de la part aussi du ministère de la fonction publique. Et aussi déplorer la première intervention du président qui a soutenu vraiment aveuglément. Qu'il n'aurait pas. Oui. Bon, quel avenir, donc, pour sortir un peu de ce sujet, quel avenir peut-on prédire en quelque sorte à l'audit des sociétés parapubliques qui a été annoncé également? Parce que là, on sort carrément d'un premier audit de la fonction publique en général, et puis là, on va vers un second audit des sociétés parapubliques. Quand on voit comment s'est déroulé le premier, est-ce que
il semble nécessaire d'investir à nouveau de l'argent dans le second? Non, c'est toujours nécessaire parce que aussi il y a des cabinets d'expertise qui ont vraiment de l'expertise en matière d'audit. Je dis que même au niveau de l'ADI, c'est des gens vraiment qui ont de l'expertise. C'est-à-dire que quelque part le travail a été mal fait. Si vraiment parmi 120 000 fonctionnaires, il y a eu 12 000 cas qui ont été déclarés vraiment irréguliers. Moi, je dis que c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, mais à l'origine, mais avec toutes ces récriminations, est-ce qu'on peut toujours dire qu'il y a eu 12 000 fonctionnaires irréguliers? Si, c'est 12 000 irréguliers. C'est 12 000 irréguliers parce que c'est 12 000 qui sont dans le panier jaune et il y a eu des contestations de part et d'autre. Donc moi, je dis que sur 12 000 sur 120 000, je dis que c'est normal. Mais c'est la mauvaise communication qui pose problème. Concernant aussi les sociétés publiques là, bon, pour les audits, je crois que chaque fois il y a des cabinets d'audit. Et aussi, pour les audits aussi, il est permis à ceux qui sont audités chaque fois de contester les chiffres et de les motiver. Bon, donc pour moi... Donc il faut quand même y aller. Non, il faut y aller. C'est normal. Et ça, c'est pour la bonne gouvernance, c'est pour la transparence vraiment des fonds publics. Il faut continuer. Voilà. Oui, bon, c'est Domaba. Oui, l'administration, les ministères disposent des services internes d'audit. L'éducation dont je connais un peu plus, je sais presque tous les 2 ou 3 ans, on fait des audits pour savoir combien d'enseignants il y a dans tel département, dans telle école, quel surplus on a et on redéploie les gens. Je crois que même ce grand audit, peut-être que ça a servi à quelque chose, mais indépendamment de cela, les ministères, l'administration, pour peu qu'elle se remue, elle a les moyens vraiment de maîtriser ses effectifs. Bon, maintenant, comme on dit, il y a toujours des leçons apprises. Il ne faut pas que ce qui vient de se passer, qu'on le mette dans les tiroirs. Donc on peut retenir toutes les leçons des audits qui viennent de se dérouler. Et maintenant, pour les audits parapublics des sociétés nationales, vraiment les humaniser surtout. Parce que les gens, quand on vous audite, vous êtes obligé de venir à 5 h du matin, parfois à 4 h, rester sur une file indienne pendant presque 6 h, 7 h de temps, et rentrer comme ça sans se faire auditer, le lendemain encore revenir, ça je crois que ça n'honore pas la fonction publique sénégalaise. Donc à l'avenir, vraiment, il faut que les gens recrutent. Il paraît qu'il devrait y avoir beaucoup de commissions, mais que ça a été très restreint pour permettre à des gens d'avoir des per diem. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. En tout cas, des syndicalistes ont dénoncé cette situation. Je crois donc que tout cela, c'est un capital qu'il faut, comment dirais-je, capitaliser et maintenant améliorer. Voilà, c'est ça. Alors, nous changeons de sujet pour parler, mais on est dans un sujet toujours un peu voisin, si l'on peut dire comme ça. On parle de la reddition des comptes. Durant la journée du vendredi 10 janvier 2014, le Forum civil a publié un communiqué contestant notamment certaines choses qualifiées d'irrégularités au sein de l'OFNAC. Nous écoutons Birahim Seck, il dirige le Forum civil et il est joint au téléphone. L'OFNAC ne doit pas avoir dans sa composition des hommes qui ont une appartenance politique. Non seulement ça biaise le principe d'indépendance et de neutralité fixé par l'esprit de la loi, mais également ça biaise les principes qui sont dégagés par le communiqué qui a été dégagé à Jakarta en 2012, qui voudrait tout simplement que la neutralité, l'apolitisme, l'intégrité également, l'impartialité surtout, soit mise en avant pour la nomination des membres, des personnes qui doivent figurer dans la composition de l'institution de lutte contre la corruption. Mais le Forum civil a constaté qu'il y a des membres qui sont de Macky 2012, mais également de l'APR, mais surtout également des personnalités dont on dit qu'ils sont mouillés dans des questions de drogue au niveau de la police, sous fond de corruption. Donc c'est pour cela que le Forum civil a voulu attirer l'attention des Sénégalais pour que l'OFNAC ne soit pas comme l'ancienne Commission nationale de lutte contre la corruption et la non-transparence. Et sur ce, non seulement il demande à ce que des rectificatifs soient effectués sur la nomination de ces membres qui éventuellement pourront biaiser l'indépendance de l'institution, voire même l'effectivité des travaux de l'institution. Mais également, on s'est rendu compte que l'OFNAC aujourd'hui ne dispose pas de l'autonomie budgétaire. C'est vraiment impératif que l'OFNAC puisse disposer de cette autonomie budgétaire pour pouvoir effectuer de façon effective les missions et les compétences qui lui sont dévolues par la loi. Nous écoutions Birahim Seck, il dirige le Forum civil. Serine Saliogui, par rapport à cet objectif noble de reddition des comptes,
Est-ce que vous partagez l'avis émis quelquefois que quand on parle de reddition des comptes au Sénégal, en général, il y a un désir politique inavoué en arrière-plan? Ça dépend tout simplement de la conduite de cette reddition même des comptes. Si nous prenons le cas le plus éminent qui est le cas Karim Wade, en fait, avec toutes les maladresses qui ont été commises depuis que l'affaire a été déclenchée, il y a lieu quand même de se poser des questions s'il n'y a pas des soubassements politiciens. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après une première mise en demeure, qu'il y ait encore une seconde mise en demeure. Et depuis lors, on nous parle de 694 milliards que détient en tout cas l'empire financier de Karim Wade. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que jusqu'à présent, que la justice ne parvient pas à coller réellement une accusation claire sur Karim Wade. Et c'est ça qui a poussé même ces avocats aujourd'hui à demander à la chambre d'accusation d'annuler toutes les procédures quand même portées sur leurs clients. Parce qu'aujourd'hui, il est avéré que Karim Wade est blanc comme neige, donc il n'y a pas lieu de le retenir en prison. On nous a dit que le 21 janvier, ce sera peut-être le jour où les choses vont se clarifier. Mais de l'autre côté aussi, le parquet demande toujours à ce que Karim... En un mot, pour vous, Serine Saligué, est-ce qu'il faut ou non accorder la liberté provisoire à Karim Wade? Bon, moi je ne suis pas magistrat et je ne suis pas expert en matière de juridiction. Peut-être que la justice à qui on a confié l'affaire saura se prononcer tel que cela se doit. Mais pour vous, ce n'est pas quelque chose de politique, c'est vraiment purement judiciaire. Non, moi je dis que vraiment, comme l'a dit Aboubakri, je crois, de l'Arado, s'il n'y a pas vraiment de preuves contre Karim Wade, il faut nécessairement le libérer. Parce que aussi, ce n'est pas humain de le détenir en prison au moment où les gens ne parviennent pas à déceler vraiment une once même de preuves contre lui. Mais Oumar Seyrouba, justement cette sortie des droits de l'homiste qui demandent que l'on libère Karim Wade ou qu'on le juge, l'une des lectures qui est faite, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi tout ce silence pendant toute cette période et pourquoi maintenant? Certains estiment que c'est le pouvoir qui s'apprête à reculer et qui a besoin de l'habiller. Est-ce que vous partagez cette vue? Bon, en fait, tout ce que je peux dire est que ce que vous appelez reddition des comptes, c'est un vœu du peuple sénégalais qui a demandé une demande sociale. Voilà, une forte demande sociale pendant toute la période qui a suivi 2009 jusqu'à 2012. Avec tous les scandales qui se multipliaient, tout le monde a été écœuré. Donc je crois que cela ne devrait pas aussi être passé par perte de profit, tout simplement parce que quelqu'un est en prison et il n'est pas seul, et il est avec d'autres. Mais je reste convaincu que la liberté, c'est la règle. L'emprisonnement, c'est une exception. Maintenant, est-ce que la justice a les preuves? Ça, je ne saurais le dire. Mais je crois que les personnes incriminées sont sous le coup. Je ne sais pas, qu'ils doivent rester au moins 6 mois. Maintenant, s'il n'y a rien, on les libère. Espérons qu'au bout de ces 6 mois-là, qu'il verra le bout du tunnel si rien, comment dirais-je, n'a été trouvé à son compte. Mais d'ici là, il faut qu'on permette aussi, c'est une crédibilité de nos institutions, de notre justice, de faire le travail, tout en respectant aussi le principe de la liberté. C'est important. Ça dit Thomas, si on ne veut pas donner aussi des relents politiciens à ce dossier judiciaire, il va falloir aussi aller jusqu'au bout. Parce qu'au départ, on nous avait présenté, je crois, une liste de 7 pontes libéraux qui sont, en tout cas, sous le coup d'une accusation. Donc, d'enrichissement illicite. Donc, je crois que depuis lors, il n'y a que seulement Karim Wade qui a été pris et mis en prison. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est là aussi, c'est là que le bas blesse. Les autres, ils ne sont pas concernés. Depuis lors, on attend. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune audition à l'endroit des 6 autres. Seulement, donc on a l'impression qu'il n'y a que Karim Wade qui les intéresse. Et si les choses continuent de se dérouler de cette manière, bon, finalement, ça va donner une impression qu'il y a un acharnement sur Karim Wade, et je dis que quelqu'un qui peut-être demain a des ambitions politiques, ça risque quand même de le mettre en scène et de mettre en face de Macky Sall un sérieux adversaire. Si bien sûr d'ici là, bon, il sort de la prison.
Parce que aussi, je crois qu'on ne peut pas éternellement l'emprisonner. Ou soit, comme le dit Aboubakri, ou soit on le juge, ou bien on le libère, c'est tout. Et ou bien on passe aussi aux autres qui ont été soupçonnés aussi d'enrichissement illicite. Mais vouloir en faire un cas exceptionnel et toujours le détenir en prison, bon, je crois qu'il y a lieu quand même de s'interroger sur les soubassements politiciens de ce dossier judiciaire. Nous écoutions Birahim Seck justement pour rentrer dans cette partie du débat consacrée à la reddition des comptes. Et il décriait déjà certaines choses au sein même de l'OFNAC. C'est-à-dire que dans une structure où l'on a des personnes qui ont été suspectées, plus ou moins suspectées de trafic de drogue, est-ce que ces personnes justement pourront faire leur travail de façon sereine? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne revient pas en fait au problème de la commission qui existait avant pour combattre la corruption? Donc, est-ce que tout cela n'est pas purement et simplement politique? Bon, vous savez, la politique est présente dans tout ce que nous faisons. L'essentiel, c'est de conduire la politique à bon escient. Que ça ne soit pas une politique politicienne ou bien une politique pour régler simplement des comptes. Parce que moi, je disais, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, la reddition des comptes ne doit pas se muer aussi en un règlement de compte. Si l'OFNAC aussi, c'est pour régler des comptes aussi, je dis que dès le départ, l'objectif visé est complètement biaisé. Si ce que Birahim Seck dit est avéré, c'est-à-dire sur le marquage, il y a des membres de Macky 2012, oui, sur le marquage politique de certains membres de l'OFNAC, on doit se poser la question de savoir si réellement il y a eu des enquêtes de moralité avant de mettre des personnes de ce genre-là au sein même de l'OFNAC. C'est des gens qui doivent être en tout cas irréprochables et qui ne doivent pas avoir aussi une politique, une coloration politique avérée. Sinon, s'il y a des membres de l'APR à l'intérieur, ça peut quand même nous laisser vraiment circonspects. Et en ce moment-là, bon, le crédit que devait avoir vraiment l'OFNAC, l'OFNAC le perdrait complètement. Si on s'en tient en tout cas à ce que dénonce le Forum civil via Birahim Seck, la présence de membres de la coalition Macky 2012, la présence également de personnes des forces de police qui ont été suspectées dans des affaires de drogue, est-ce que l'OFNAC sera plus viable que la commission précédente de lutte contre la corruption? Oui, bon, je précise que le Forum civil est dans son rôle d'alerte pour que vraiment que les institutions qu'on s'est octroyées soient les meilleures structures possibles. Et dans le cas d'espèce, d'après ce qu'ils ont dit, qu'il y a des gens politiquement colorés. Donc si ça gêne, je crois mieux vaut les remplacer. Parce que les institutions et les structures ne sont qu'à l'image peut-être de ce qui les dirige. Et donc il a parlé aussi des gens à qui on a cité dans des histoires, peut-être vraies ou faux, en tout cas le dossier encore n'est pas terminé. Cela n'est pas pour vraiment donner une bonne image de l'OFNAC alors qu'on annonce des ruptures. Donc il y a problème par rapport à cela. Je crois que les gens doivent être beaucoup plus libres, si on peut parler comme ça, dans les choix. Ne pas toujours peut-être avoir des calculs derrière. Et si on met des gens là-bas, c'est surtout pour... Voilà quoi. Seydou Maba, Serine Sadiougué, puisqu'on parle de reddition des comptes justement, il y a eu des comptes qui ont été... des affaires qui ont été lancées en tout cas sur la place publique par la presse. Il y a eu cette affaire des marchés de la communication pour le prochain sommet de la francophonie, passé dans des conditions, disons, nébuleuses. Voilà, nébuleuses. Il y a eu toujours par rapport à ce qui a été évoqué, en tout cas, tout un ensemble en fait de faits comme ça. Et de ce point de vue, est-ce que on peut conserver la crédibilité, en tout cas, maintenir que l'OFNAC conserve un minimum de crédibilité, vu que l'OFNAC, en ce moment-là, on a le sentiment qu'on traque seulement d'un côté. C'est-à-dire que par rapport à des problèmes tels, à des questions telles la passation des marchés du sommet de la francophonie, on n'a pas vraiment vu de rupture en termes de passation. Oui, mais là aussi, ce qui gêne, c'est le fait que le président de la République soit impliqué dans cette histoire de passation des marchés. Parce que quand Pape Massensen, je crois, a dit que ce n'est pas lui, c'est la conseillère. Oui, c'est-à-dire Jacques Abussi a dit que c'est le président de la République quand même qui est concerné de premier chef par cette passation de marchés. Mais s'il y a réellement une bonne organisation au niveau de la francophonie, je
crois que le président ne devrait même pas se mêler à ces histoires de passation de marché. Et la structure qui est chargée de ces passations de marché, jusqu'à présent, on n'entend pas la structure sur ce problème. Sur ce problème, moi que je ne maîtrise pas parce que je l'ai suivi simplement à travers la télévision, mais réellement on devrait en reparler parce que je crois que c'est un marché de 7 milliards. 7 milliards c'est considérable. C'est 7 milliards, je crois, c'est un problème. Dans quelles conditions? Sans appel d'offres, sans absolument rien. Comment peut-on se lever pour donner un gré à gré à quelqu'un qui n'est même pas aussi... Là, c'est un problème. Je crois qu'il y a lieu de s'interroger sur le pourquoi de cette action du président. Selon vous, l'agence de régulation des marchés publics, en tout cas au moins devrait... Ah oui, l'ARMP devait se prononcer là-dessus, puisque c'est la structure qui est chargée de réguler tout ce qui est passation de marché. Et dès l'instant qu'il y a une transaction, en tout cas passation de marché dans des conditions nébuleuses, en tout cas qui transgressent les règles de la passation des marchés, il y a lieu quand même que l'ARMP se saisisse du problème et se prononce là-dessus. Alors, Oumar Seydouba, on parle là de marché de la communication par rapport au sommet de la francophonie, passé dans des conditions pas très élucidées. On a également parlé du financement des études préliminaires du projet Sénégal émergent. Et sur cette question, justement, Birahim Seck du Forum civil, bon, nous ne l'avons pas entendu dans cet extrait, mais lui également, il souhaite qu'au fond, il y ait une réaction. Est-ce que pour vous, il faudrait attendre d'abord que l'actuelle équipe quitte les affaires pour pouvoir s'interroger dessus, ou bien il faut s'interroger maintenant? Non, mais c'est le président lui-même qui a dit que l'OFNAC, c'est pour ceux qui sont là actuellement. Donc s'il y a problème, je crois que la structure doit agir dès maintenant. Et surtout que ça a été porté à la connaissance publique. Mais dans le cas d'espèce, ce que je veux dire, que la loi doit valoir pour tout le monde. Et dans le cas de passation des marchés, il n'y a rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel qui puisse pousser, par exemple, un président de la République à donner des consignes dans un sens ou dans un autre. Donc, si tel est le cas, vraiment, c'est un avis de sa part. Et le premier à respecter, doit pouvoir respecter les lois, à incarner l'institution, c'est le président de la République qui, par ses faits et gestes, doit toujours montrer l'exemple à suivre. Mais si c'est lui qui donne des consignes, donc il y a problème. C'est que le problème, on a dans ce régime, quoi qu'on dise qu'il y a eu l'alternance, mais les gens ont des problèmes à créer les ruptures nécessaires. C'est toujours le wadisme qui continue dans une forme ou dans une autre. Je crois que donc cette remise perpétuelle en question doit commencer d'abord par le sommet. Donc que le président se mêle de moins de certains sujets que des services techniques les plus élémentaires auraient pu régler. Et lui, il va s'occuper des questions beaucoup plus, comment dirais-je, vitales pour le pays, comme la diplomatie, les choses, etc., vraiment qui engagent l'avenir de la nation. Mais à chaque fois qu'il y a un débat, il faut considérer le président de la République. Je crois qu'il risque de s'essouffler avant même les 12 ans de Wade. Donc tout cela, ça pose... Soit dit en passant aussi, ce n'est pas parce qu'on dit que le président a intervenu qu'il a effectivement intervenu. Mais Serigne Sayobé Gueye, de votre point de vue, y a-t-il une rupture en tout cas par rapport à la gestion? Est-ce que vous partagez l'avis qu'il n'y a pas eu de rupture par rapport à tout ça? En tout cas, il y a une volonté de rupture affichée depuis un certain moment. Et en acte? Oui. En acte, d'une part, on peut dire oui, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Souvent, la parole ne coïncide pas avec l'acte. C'est ce que nous voyons avec le système de passation des marchés. C'est ce que nous voyons aussi avec ces états d'âme vraiment du président qui ne parvient pas à guérir vraiment de ces addictions du régime wadien. Parce que là aussi, les coups de colère, les coups de sang, ça, on l'avait connu vraiment avec Wade. Macky devait prendre de la hauteur par rapport à certaines décisions ou bien par rapport à certaines postures, mais jusqu'à présent, il ne parvient pas à se départir en tout cas de ces gènes-là. Donc, on peut dire d'une part qu'il y a deux ruptures, mais on en redemande encore, parce qu'il y a le chemin est encore long et il y a beaucoup de choses aussi encore à faire.
Alors, nous allons passer dans la troisième partie de ce débat consacré justement à l'autre actualité politique, une des autres actualités politiques de la semaine. C'est le Premier ministre, Aminata Touré, que l'on annonce sur le départ. On donne même une échéance dans certains médias. Nous allons, juste avant de parler de cela, souffler un peu en passant en revue quelques nouvelles qui ont marqué cette semaine écoulée. Magnéto. La nuit a été longue et mouvementée pour certaines populations de la langue de Barbarie. Ça a commencé aux environs de minuit. La mer a avancé et les vagues ont détruit les pirogues. Mais c'est un problème qui est très récurrent et qui vient souvent. Le plus souvent, c'est une situation que nous vivons ici même à Scat Urbam. Voilà. Et ce qui est beaucoup plus aberrant, c'est qu'on ne nous dit pas ce qui se passe. On se lève un beau matin, on voit qu'on n'a pas d'eau, on ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Et ce n'est pas agréable pour nous. Vous pensez que ça, c'est facile? Encore un accident sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Mbadianen, localité située dans le département de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine. Un véhicule 4x4 est entré en collision avec un camion malien. Bilan, 3 morts, dont 2 sur le coup, 7 blessés transférés à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Le drame a eu lieu aux environs de 12 heures. Ouverte depuis le 9 décembre, la présente campagne de commercialisation de l'arachide est partie pour être un échec, annonce le CNCR. Pourquoi? Parce que d'abord, l'organisation n'est pas ce qu'elle doit être, les financements ne viennent pas, les acteurs ne sont pas tous au même point de mettre en place les décisions prises par l'État, à savoir le prix de 200 francs le kilogramme d'arachide. Ce qui fait que les huiliers rechignent à effectivement exécuter cette décision-là. Et c'est triste que quelqu'un qui était sous le soleil, qui a travaillé pendant 2 mois, 3 mois, aujourd'hui, il ne peut pas vendre son produit. L'ancien président de la Fédération de basket Baba Tandian de tenir cette promesse vieille de 8 mois en organisant cette cérémonie de remise des clés à cette légende vivante dont la carrière a été stoppée net par un accident de la route. L'essentiel, c'était le symbole qu'on a voulu appeler le taxi de Étienne. C'est quelque chose qui est très difficile à supporter quand je vois Étienne dans cet état-là. Parce que vous savez, il était à 24 heures de la signature d'un contrat faramineux. Étienne Préra, qui supportait cette épreuve depuis sur une chaise roulante, peut pousser maintenant au ouf de soulagement. Venons de passer un tout petit peu en revue quelques faits de l'actualité de la semaine. S'il y avait parmi toutes ces nouvelles, une qui vous a particulièrement touché, ce serait laquelle? C'est le ratage de la campagne agricole. C'est vraiment douloureux. Parce qu'il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement concernant la fixation du prix d'arachide à 200 francs le kilogramme. Aujourd'hui, il y a une spéculation qui fait de sorte que ce sont les paysans qui sont lésés. Et là, l'État ne se prononce pas. Heureusement qu'hier, au Conseil des ministres, le président a encore mis en place une commission de réflexion et d'action, je crois, pour la campagne agricole. N'est-ce pas une commission de plus? Mais oui, il y en a trop, il y en a trop dans ce pays. C'est-à-dire que dès le départ, il n'y a pas une... commission chargée. C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie vraiment bien pensée pour pouvoir mettre en œuvre cette campagne agricole. Aujourd'hui, les paysans sont désemparés et les opérateurs aussi, qui sont de simples spéculateurs, vont essayer de jouer sur les besoins même pressants des paysans. Parce qu'ils sont obligés de vendre pour vivre. Sinon, ils vont mourir de faim. Et pendant ce temps-là, l'État ne fait absolument rien. Bon, le ministre actuellement de l'Agriculture, qu'on nous avait vraiment présenté lors du remaniement comme étant un deus ex machina qui vient avec sa panacée pour régler le problème du monde paysan, on se voit manifestement que lui aussi, il fait montre d'une incompétence notoire. Parce que ne même pas savoir piloter une campagne de commercialisation de l'arachide, je dis que vraiment, il y a lieu quand même de revoir la compétence de nos ministres. Alors, Oumar Seydouba, l'image qui vous aura le plus marqué dans ce zapping? Oui, je vais un peu surprendre, mais c'est surtout la houle qui s'est abattue sur les côtes sénégalaises. Du côté de Saint-Louis, à Guetnda. Voilà, c'est ça. Donc, cela doit nous faire comprendre que le monde
est unique et un est indivisible, et que ce que les autres vivent ailleurs pour nous arriver, et c'est certainement la conséquence de tout cela, et que c'est bon que les autorités aussi aient cette conscience environnementale, écologique, à savoir que le niveau de la mer augmente et que certaines villes sont appelées à disparaître et que les gens doivent avoir une vision d'avenir. Alors, là, on passait en revue l'actualité de la semaine. Maintenant, parlons de cette affaire Premier ministre, justement. Nous restons justement avec vous, Marseille Douba. De votre point de vue, est-ce que les jours d'Aminata Touré à la primature sont comptés? Ou c'est juste un effet d'annonce? Bon, de toute façon, je ne suis pas trop dans les secrets de Dieu pour affirmer que les jours d'Aminata Touré sont comptés ou pas. Mais ce que je peux dire, que dans cette histoire, tout le monde y gagne, sauf le président Macky Sall. C'est-à-dire C'est-à-dire que mon confrère vient de parler du problème monde rural. C'est déjà un problème du réchauffement du monde, du mouvement social. Donc, après l'audit de la fonction publique, notamment. L'audit de la fonction publique, l'éducation, les étudiants, mais c'est tout pour un président qui n'a pas encore 2 ans et qui a bénéficié de 65% des suffrages. Si en plus de cela, son parti, qui devrait vraiment le soutenir dans tout cela, crée des diversions et des problèmes internes, donc il n'a qu'à s'interroger vraiment sur la nature même des gens à qui il a donné une certaine confiance. Mais un certain nombre de faits peut penser aussi qu'il y a un certain malaise. J'ai lu dans la presse que, par exemple, qu'un conseiller de Mimi est intervenu. Donc s'il n'y avait pas dans la presse, même s'il est membre de l'APR, pour demander qu'on laisse Mimi en paix. Il paraît même que certains de ses conseillers en communication ont été retournés à la RTS. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure conservatoire uniquement pour, comment dirais-je, un peu étoffer le dispositif de la RTS qui manque de personnel? C'est un argument, mais la coïncidence est assez troublante. Mais tout cela, comme je dis, que c'est un problème crypto-personnel, des ambitieux. Quand on entend par exemple le responsable Cissé Lo qui dit que si quelqu'un doit revendiquer le poste de numéro 2, c'est moi, ça pose problème. Donc les gens ne sont pas dans cette logique. L'APR a accompagné Macky Sall pour conquérir le pouvoir. Ils ont dit aux Sénégalais qu'ils sont capables de régler les problèmes des Sénégalais. Donc ne serait-ce que pendant un laps de temps, ils doivent concentrer leur énergie à aider le président à aller de l'avant. Mais de cette discussion, je crois qu'il n'en a pas besoin. Donc si, par hasard ou extraordinaire, minuit est démis de ses fonctions, le problème, ce n'est plus les hommes qui entrent, les ministres ou les premiers ministres, mais c'est lui. À chaque fois, il a un problème de casting. À chaque fois, il a un problème de choix. Donc finalement, ce ne sont pas les gens, c'est lui qui a un problème de casting, de management. Je crois que tout cela, le président doit en être conscient. Cyril Selugay, vous partagez également cette vision-là sur le problème du casting? La vision de mon confrère. Mais pour éclairer la lanterne de votre question, il est opportun de revenir un peu sur l'historique même de la suppression des postes de premier ministre. Parce que l'idée a été agitée parce qu'il y a des problèmes, il y a des remous, il y a des grenouillages. Bon, Mambay Niang en a profité, qui est certainement le porte-voix d'un groupe encagoulé dans le régime de Macky pour dire que le poste de premier ministre, il va falloir le supprimer. Mais revenons un peu sur l'historique de la suppression des postes de premier ministre qu'on a connu sous le régime du président Léopold Sédar Senghor et sous le régime du président Diouf. Quand le Sénégal venait d'accéder à l'indépendance, il y a eu ce fameux problème de coup d'État entre Senghor et Mamadou Dia. Senghor, bon, je crois que c'était le 11 décembre 1962. Senghor en a profité pour emprisonner Mamadou Dia. À tort ou à raison, bon, ça l'histoire peut-être le dira un jour. Mais Senghor l'a emprisonné. Et en 1963, il a fait un référendum pour dire qu'il supprime le poste de Premier ministre. Mais là aussi, c'était vraiment pour monopoliser le pouvoir et entrer vraiment dans une ère présidentialiste très forte.
Et là, Senghor, presque pendant 7 ans, Senghor sera le maître absolu à bord, sans numéro 2, en tout cas sans numéro 2, sans quelqu'un qui puisse le gêner pour assumer pleinement ses fonctions de président de la République. Donc de 1963 jusqu'à 1970. Mais ce qui a poussé le président Léopold Sédar Senghor à réinstaurer le poste de Premier ministre, c'est qu'entre-temps, il y a eu cette fameuse grève de 1968 et de 69, qui a fait de sorte que le président sentait la nécessité de démocratiser un peu. Donc il fallait nécessairement démocratiser, parce qu'il y a un vent quand même de démocratisation qui commençait à souffler sur le continent africain. D'où donc l'urgence de réinstaurer le poste. En 1970, il a nommé Abdou Diouf Premier ministre. Et la deuxième décennie, c'est-à-dire de 70 à 1980, ça c'est la phase de la succession que Senghor préparait. Et Abdou Diouf aussi, qui était quelqu'un de discret et qui savait aussi ce qu'il voulait, n'a voulu en rien gêner le président Senghor. Et je crois que c'est à partir même de ces qualités-là que le président Senghor vraiment l'avait choisi. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours eu une oreille attentive à l'endroit du président Senghor. Et cela lui a réussi. Parce qu'en 1980, quand Senghor quittait le pouvoir, avec la magie de l'article 35, Abdou Diouf s'est installé au pouvoir. Dans le contexte aujourd'hui, est-ce pertinent de supprimer le poste de Premier ministre? Voilà ce que je dis. Donc, la deuxième suppression, c'est-à-dire Abdou Diouf lui aussi, quand il est arrivé au pouvoir, 1983, il dit à Habib Thiam, en tant que jeune président, je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir une hiérarchie au sommet de l'exécutif. D'où donc la suppression du poste de Premier ministre. Mais ça, ce qui l'avait motivé à l'époque, c'était les luttes internes au sein même du Parti socialiste qui déteignaient sur le fonctionnement même du poste c'est-à-dire de l'État. Qui déteignaient sur ce poste-là. Au point que Jean Collin, le tout-puissant Jean Collin, qui était le secrétaire général de la présidence, a jugé nécessaire même de se débarrasser d'Habib Thiam. Non seulement on s'est débarrassé de lui parce que il a influencé le président Abdou Diouf pour supprimer ce poste-là. Et même quand Habib Thiam a été installé à la tête de l'Assemblée, un an après, on a fait une proposition de loi pour l'éjecter aussi du perchoir. Donc vous voyez, ce sont les luttes internes au sein des partis qui toujours se reflètent sur même le poste de Premier ministre. Diouf rétabli, après je crois 8 ans, il a rétabli le poste. Parce que aussi, le poste en réalité était toujours géré par Jean Collin subliminal. Absolument. Parce que non seulement il n'y avait pas la primature comme ça, mais toutes les fonctions du Premier ministre étaient assurées par Jean Collin. Et là aussi, c'était une sorte de paravent. Parce que tous les problèmes que Diouf rencontrait, les gens le mettaient sur le dos de Jean Collin. Et c'est ça la fonction ingrate du Premier ministre. C'est un coup-de-feu. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, vous êtes le fusible. Vous êtes le fusible et le premier à sauter, c'est vous. Mais quand il y a maintenant des résultats, c'est au président maintenant d'en bénéficier. On a vécu ce même problème sous l'ère Wade avec Idriss Seck. On a dit que il y avait une hiérarchie au sommet de l'État. Mais Wade, à un certain moment, a préféré se débarrasser d'Idriss Seck. Aujourd'hui, on est en train de revivre ce qu'on a vécu sous l'ère de Wade et sous l'ère de Diouf, sous l'ère de Senghor. C'est-à-dire les mêmes problèmes reviennent encore sur ce poste de Premier ministre. Mais n'oubliez pas aussi qu'Aminata Touré a eu des comportements débridés à l'endroit aussi du Premier ministre Abdoul Mbaye aussi. Ah oui, parce qu'à un certain moment, on a l'impression qu'il contournait Abdoul Mbaye, qu'il ne se reconnaissait pas dans l'autorité d'Abdoul Mbaye, au point même de le fragiliser. Donc, ce qu'elle a fait à l'endroit d'Abdoul Mbaye, elle est en train de vivre encore aujourd'hui le même sort. Donc, pour dire que le fonctionnement du parti, chaque fois, c'est-à-dire les problèmes internes du parti, reflètent sur même l'occupation du poste de Premier ministre. Maintenant, le président de la République, moi je me dis qu'il ne doit pas avoir de problème à ce niveau-là. Parce que les gens disent qu'il y a des problèmes. Je dis que le président, il a la prérogative constitutionnelle de nommer un Premier ministre et de mettre fin à sa mission. Dès l'instant que le président sent que dans la conduite de l'État, le Premier ministre le gêne ou bien le bloque vraiment pour la réalisation de ses projets, je crois que la meilleure manière de faire, c'est tout bonnement de mettre fin à sa mission. Au moment où il parle d'un Sénégal émergent, au moment où il a des projets réformistes, le Sénégal se passerait vraiment d'un conflit imaginaire ou bien d'un conflit réel entre le président de la République et Mimi Touré. Mais ces gens qui sont tout autour aussi, qu'est-ce qu'ils disent comme motif? Le Premier ministre est en train de lorgner sur le fauteuil présidentiel. Mais je dis, quoi de plus normal dans une République, un Premier ministre, de regarder le poste du président? Ce qui est sûr et certain, Aminata Touré a beau regarder le poste du président de la République, elle ne pourra pas faire un push pour prendre sa place. Elle ne se présentera pas à la prochaine présidentielle pour prendre la place. Maintenant, après,
libre à elle de penser à occuper le poste. Parce que aussi, c'est normal, ces gens qui le disent aussi, est-ce qu'ils n'ont pas des ambitions suprêmes pour leur pays? Donc il faut vraiment qu'on arrête cette diversion. Le Sénégal n'en a pas besoin. Et comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, le grand perdant, ce sera toujours le président de la République. Parce qu'à l'heure du compte, si réellement ça déteint sur même la bonne conduite de la politique économique de l'État, en ce moment-là, les électeurs aussi, ils sauront quoi faire pour sanctionner le président de la République. Oui, c'est-à-dire que dans ce qu'ils ont posé, ce n'est pas un problème d'orientation, ce n'est pas un problème de malgouvernance, ce n'est pas un problème de détournement, etc. C'est la dame qui gêne. C'est un problème de politique politicienne, c'est tout. Donc ça, je dis que c'est au président vraiment de comprendre ça. Si les camarades de parti avaient pensé que Mimi Touré ne remplissait pas au mieux la lettre de mission que le président lui avait donnée, donc là, on peut comprendre qu'ils ont posé un débat de principe et qu'ils cherchent vraiment à travailler pour l'avenir et pour la pérennité. Mais c'est un problème d'ego, donc ça ne concerne pas du tout les Sénégalais. Et mieux, Thomas, le président Macky Sall, peut-être de façon moindre par rapport à Idriss Seck, a vécu ce problème-là. Quand il a été l'artisan de la réélection du président Abdoulaye Wade au premier tour, mais dès l'instant qu'il a réélu, les gens, la génération du Congrès, les gens, ils ont senti la nécessité de se débarrasser de lui. Au point que même le jour où il est allé au palais pour rencontrer le président, immédiatement après les élections, mais il a connu des blocages à la porte même du palais, au point qu'on a, à telle enseigne qu'on a appelé Abdoulaye Baldé pour décanter la situation. Et amer, le président, quand il est sorti, il a dit « je sors la tête haute ». Donc lui, il a vécu ce même problème. Et ce même problème aussi, il l'a vécu à l'Assemblée nationale. Donc je crois que... À l'époque de la loi Sédandiaï. Il a vécu vraiment l'expérience de tout cela. Et ça a conduit au blocage même du pays. Ça a conduit à l'éjection, en tout cas arbitraire, d'un président de l'Assemblée nationale. Et de tous ses proches. Oui, de ses proches. Donc le président, ça passait vraiment... il doit siffler la fin de la récréation. Sinon, aussi... On le soupçonnerait d'être le parrain aussi de tout cela. Parce que depuis lors, lui, il ne réagit pas, il ne fait absolument rien. Est-ce que cela ne fait pas aussi son jeu? Bon, j'ajoute tout simplement que c'est même dans l'intérêt de Macky que d'avoir des personnalités fortes autour de lui. Pourquoi? Tout simplement parce que les urgences sont pressantes et nombreuses. Donc, il doit avoir des personnalités capables de prendre des initiatives, de l'aider, de le seconder. Mais si tout le monde doit, comment dirais-je, donner l'impression de ne pas exister, ce n'est pas lui qui va faire tout ce pays. Il a besoin d'ondes de fusibles. Mais en un mot, Oumar Seydouba, est-ce que l'idée de supprimer une fois de plus ce poste de Premier ministre aujourd'hui est pertinente ou non? En un mot. Le Premier ministre, son rôle, de façon très élémentaire, c'est de coordonner l'action gouvernementale et quelque part même d'impulser. Donc, même s'il le supprime, peut-être que c'est un secrétaire général ou un directeur de cabinet du président de la République qui sera amené à faire ses fonctions. Mais on aurait changé que le nom. Voilà, dans l'organisation de notre administration, tel que nous l'avons hérité des Touaregs, de la colonisation et tout cela, nous impose d'avoir un Premier ministre. Vous savez, la fonction du Premier ministre au Sénégal s'inspire de celle de la 5e République française. C'est vrai qu'en France, le débat a été agité à un certain moment sur même la suppression de ce poste de Premier ministre, mais tout en renforçant le pouvoir de l'Assemblée nationale. Mais dans ce pays-là, c'est-à-dire, dès l'instant qu'il y a un blocage, mais il n'y a même pas de blocage, dès l'instant qu'il y a des problèmes intestins au sein d'un parti, les gens ne pensent qu'à la suppression. Or, je crois que là, on ne fait que déplacer tout simplement le mal. Parce que si on supprime le poste, alors que, de façon latente, le secrétaire général, comme le faisait Jean Collin, gère encore tout ce qui a trait par rapport à cette fonction primatoriale, quoique il n'y a pas lieu quand même de supprimer ce poste. Par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut donner quand même des attributions claires. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas une attribution claire de la fonction du Premier ministre dans ce pays-là. Rien n'est clair pour le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Lui, ce n'est qu'un simple exécutant. Il ne détermine pas la politique de la nation. Il coordonne
et il conduit, mais il ne détermine pas. Et pourtant, c'est lui qui est le responsable devant l'Assemblée nationale, alors que c'est le président qui définit cette politique-là. Donc lui, c'est un exécutant. Donc moi, je dis qu'à ce niveau-là, c'est là qu'il faudra, s'il y a des réformes à apporter, je crois que c'est à ce niveau-là, parce que le Premier ministre n'a pas de pouvoir au moment où le président a un excès vraiment de pouvoir. Nous sortirons donc sur cette note-là. En tout cas, merci à vous, Serine Selio Gueye. Je rappelle que vous êtes journaliste, chef du desk politique au journal Le Témoin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Omar Seydouba. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous suiviez Actu en 7 sur Walf TV, la deuxième émission de l'an 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de l'autre côté des caméras, les deux Cheikh Tidiane Dia et Cheikh Tidia et Diop, ainsi qu'à Sidi Diop. Également agréable suite de programme à toutes et à tous.